Monsieur le Président du Conseil d'État, Excellences, Madame l'ancienne maire de Lampedusa, Elinosa, Mesdames et Messieurs, chers collègues, c'est pour moi un très grand privilège de pouvoir vous accueillir ce soir à cette conférence exceptionnelle, une conférence qui s'inscrit dans la Semaine des droits humains que nous organisons pour la 5e année consécutive à l'Université de Genève, et j'aimerais ici remercier en particulier notre professeure invitée, Madame Calmiret, qui est la porteuse de ce projet depuis 5 ans. Une semaine des droits humains qui s'est déclinée en plusieurs événements. Tout d'abord, hier soir, la remise du prix Martin Ennals, un prix qui a suscité énormément d'émotions par rapport notamment aux nominés qui étaient présents ou ceux qui étaient absents aussi dans cette cérémonie d'hier soir. Une semaine qui se poursuit avec un colloque académique qui est cette année consacré aux migrations et en particulier aux devoirs, aux droits et aux devoirs que cela implique pour les États. Une semaine des droits humains qui se poursuit également avec un événement qui est organisé pour les jeunes du canton de Genève. Il y en aura 400 qui vont venir demain dans un auditoire tout voisin voir un film relatif aux migrations, et ça c'est aussi la volonté de l'Université de Genève que de pouvoir partager ce type de réflexion avec le plus grand nombre, et en particulier les générations qui vont nous succéder. C'est aussi une semaine des droits humains qui va se clore par le Dies Academicus qui aura lieu ce vendredi matin à 10h, un dies qui sera consacré cette année au courage. Ce sera le fil rouge de ce dies, avec 2 invités exceptionnels, Madame Svetlana Alexievitch, prix Nobel de littérature, qui malheureusement sera empêchée pour raison de problème de santé, mais elle sera représentée ce vendredi, et Monsieur Menachour. L'un et l'autre ont fait preuve dans leurs pays respectifs par rapport à des thématiques proches des droits humains, d'un courage. Ce courage, Madame l'ancienne maire de Lampedusa, que vous avez eu pour défendre les migrants, la cause des migrants, avec la passion que vous avez su démontrer pour défendre cette cause juste. Une cause qui vous a peut-être valu malheureusement de perdre votre siège de maire de Lampedusa, mais je crois que ce courage, je tenais ce soir à le rappeler, à le souligner. Je tenais aussi à rappeler que notre université, bravo madame, cette semaine des droits humains s'inscrit aussi évidemment dans notre université qui est très engagée dans cette thématique, en particulier parce que c'est une université polyvalente et que cette polyvalence lui permet en particulier d'aborder ces questions des migrations qui doivent être vues sous un regard divers, multiple, le regard du droit, le regard des sciences économiques, le regard des sciences sociales, un regard multiple qui est absolument indispensable pour comprendre, pour aussi offrir des nouveaux instruments pour pouvoir effectivement faire face à cette thématique qui devient de plus en plus urgente, en particulier en Europe, et c'est une thématique qui malheureusement s'invite aussi dans toutes les élections qu'on a pu voir alentour. C'est un engagement de notre université qui s'est concrétisé par des actions que nous menons ici et que nous menons ailleurs. Des actions ici que nous avons en particulier lancées avec le programme Horizon académique soutenu par le canton de Genève, et j'aimerais ici saluer le président du Conseil d'État qui soutient cette initiative, qui nous a permis d'accueillir à peu près 45 étudiants réfugiés qui sont réfugiés ici dans le canton de Genève, et ce programme Horizon académique leur permet de leur offrir des perspectives académiques en les invitant à suivre des formations ici à l'Université de Genève. C'est aussi des actions que nous menons ailleurs, là-bas, avec un programme InZone, qui est un programme que nous avons lancé maintenant depuis 5 ans environ, qui est un programme qui est destiné aux réfugiés, en particulier du camp de Dadaab, au Kenya, des programmes qui permettent effectivement d'offrir aussi là des perspectives à des réfugiés qui se trouvent dans des pays tels que le Kenya notamment, et c'est aussi un programme que nous allons étendre à d'autres contrées dans un avenir très proche. C'est aussi évidemment la volonté de notre université de nous engager. Nous avons été la première université à rejoindre le réseau Scholar@Risk, un réseau qui permet en particulier d'accueillir des chercheuses et des chercheurs qui sont menacés dans leur recherche, qui sont menacés dans leur vie,
qui sont empêchés de réaliser les recherches dans une liberté académique que nous soutenons évidemment et que nous pouvons accueillir ici à l'Université de Genève en leur offrant pendant une année la possibilité de pouvoir poursuivre leur carrière ici à l'Université de Genève. C'est cet engagement que nous allons poursuivre encore à l'avenir, notamment avec nos programmes de MOOCs. Excusez-moi, j'ai un peu beaucoup parlé ce jour. Avec notre programme de MOOC, ces cours en ligne gratuits qui permettent là aussi d'offrir les meilleures formations que nous avons à l'Université de Genève à l'ensemble de la planète. Voilà, mesdames et messieurs, c'est notre engagement et je vous remercie aussi d'être venus si nombreuses et si nombreux ce soir pour soutenir notamment cette activité que nous développons dans le domaine des migrations et pour aussi entendre évidemment Madame la conférencière de ce soir, une conférencière dont j'aimerais souligner encore une fois le courage. Mais avant d'entendre la conférencière, j'aimerais inviter le président du Conseil d'État, M. François Longchamp, à vous adresser quelques mots. Merci beaucoup de votre présence et bonne soirée. Excellences, Monsieur le recteur, Madame l'ancien maire de Lampedusa, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Madame l'ancienne présidente de la Confédération suisse et professeurs invités, Mesdames, Messieurs. C'est un plaisir et un honneur pour moi de dire ce soir, au nom du gouvernement genevois, quelques mots introductifs. Un plaisir tout d'abord, Monsieur le recteur, de souligner que notre université, dans le cadre de la Semaine des droits humains qu'elle organise, met sur pied la conférence de ce soir pour éveiller les consciences et les esprits. Un plaisir de rappeler que c'est Genève, capitale internationale des droits humains, berceau du droit humanitaire et de la Croix-Rouge, siège des institutions diplomatiques et onusiennes actives en la matière, qui vous accueille ce soir, Madame l'ancienne maire de Lampedusa. Bienvenue à vous. Mesdames, Messieurs, pour tous ceux qui sont nés après la Seconde Guerre mondiale, appartenant à une génération dont les propres parents, voire les grands-parents, eux-mêmes n'ont pas connu cette guerre, une vraie question demeure. Aurais-je été résistant ou bourreau ? Je reprends ici le titre d'un ouvrage de Pierre Bayard qui tente de répondre à cette question existentielle. Naturellement, maintenant que nous sont connus les abominations du nazisme et du communisme, le sort réservé aux juifs, aux tziganes, aux homosexuels, les camps, les réfugiés, la déportation et les affres de la guerre, et que nous répondons tous à cette question 80 ans plus tard, dans nos univers feutrés, nous sommes enclins à conclure que tout naturellement, nous aurions été résistants. Malheureusement, nous le savons, résistants, seule une petite minorité le fut à l'époque. Elle avait en face d'elle une autre minorité, un temps plus solide, plus organisée, mais numériquement elle aussi minoritaire, celle des bourreaux. Le reste du monde, tout le reste du monde, largement majoritaire, appartenait à une famille qui n'était ni celle des résistants, ni celle des bourreaux. Cette majorité, c'était celle de l'indifférence, celle de ceux qui préféraient ne pas savoir, qui ne voulaient pas savoir, ou ne pas agir, ou ne pas s'impliquer, ou ne pas s'engager. L'indifférence, elle seule, était majoritaire, et probablement que chacun d'entre nous, à la question de savoir s'il aurait été résistant ou bourreau, devrait logiquement conclure qu'il n'aurait été probablement ni l'un ni l'autre, mais qu'il aurait rejoint le grand marais de l'indifférence. L'indifférence, n'est-ce pas au final ce qui caractérise la situation d'aujourd'hui ? N'est-ce pas, Madame l'ancien maire de Lampedusa, l'indifférence qui caractérise la situation avec laquelle l'Europe observe votre île ? Le drame de Lampedusa, 6 000 habitants et 180 000 migrants en 2017, est celui de la Sicile, de l'Italie, de l'Europe et de l'humanité. L'indifférence, c'est celle des réponses que nous apportons, ou plutôt celle des réponses que nous n'apportons pas. Le statut de réfugié, fixé en 1951 dans une convention internationale signée à Genève, le statut de réfugié fixé en 1951 trouve son origine dans une convention internationale signée à Genève.
le statut de réfugié, tel qu'il est alors imaginé dans cette période d'immédiate après-guerre, est décrit comme provisoire. Le statut de réfugié est individuel. Il concerne des êtres humains personnellement menacés par leurs actions et positions politiques et auxquels un État accorde sa protection en usant de ses prérogatives régaliennes. Toutes nos procédures actuelles s'en inspirent, alors même que le monde a changé. Face à la situation d'aujourd'hui, il n'est plus possible de traiter les demandes une à une, sauf à se complaire d'une bureaucratie extrême, en ballottant les individus au gré des situations politiques particulières d'un pays vers l'autre. Lorsque le statut de réfugié a été créé en 1951, 1 million de personnes étaient concernées de par le monde. Il y en a aujourd'hui, selon le HCR, plus de 60 fois plus. 60 millions de personnes, c'est comme si chacune des 600 chaises que contient cette salle était occupée par 100 000 personnes à la fois. On voit bien que les réponses individuelles ne sont plus adaptées aux défis collectifs de notre époque et que les réfugiés politiques ou économiques seront bientôt rejoints par des réfugiés climatiques. Aussi, aujourd'hui, disais-je, règne l'indifférence et notre responsabilité politique et citoyenne demeure, celle de rappeler certaines évidences. Genève, ville internationale par excellence, siège du Haut-Commissariat aux réfugiés et de l'Organisation internationale des migrations, doit son développement aux migrants. Son héroïne nationale, la mère Royaume, était une immigrée. Le gouvernement de Genève, que je préside, comprend 7 membres élus au scrutin majoritaire. 3 d'entre eux sont des immigrés de la seconde génération et l'un d'entre eux était même réfugié. Genève est aussi la capitale du protestantisme. C'est même son ADN. Et pourtant, les protestants constituent 10% de la population d'aujourd'hui, sans pourtant avoir perdu cette identité. Et comme beaucoup de villes qui réussissent, la majorité de notre population active, c'est-à-dire celle qui participe de manière déterminante à la production de nos richesses collectives, est étrangère. C'était d'ailleurs déjà le cas au XVIIe siècle, au temps de l'escalade. Et c'est, à l'exception des 2 périodes de guerre mondiale, une constance historique pour notre ville. Notre responsabilité collective est là. C'est celle de lutter contre le rejet, celle de ne pas céder à l'indifférence, celle d'assumer notre contribution proportionnée mais déterminée à la résolution du défi collectif mondial de la migration. Et c'est celle de dire que Lampedusa est probablement le révélateur des peurs du monde. C'est pourquoi nous sommes, Madame l'ancienne maire de Lampedusa, impatients de vous entendre ce soir à Genève. Excellences, Monsieur le Président du Conseil d'État, Monsieur le Recteur, Mesdames et Messieurs, cette année, en avril, l'Europe s'est réveillée avec plus de 700 morts en un week-end. À partir de quand commence l'intolérable? Et quelle est la responsabilité des États, des gouvernements? Et quelle est notre responsabilité face à ce phénomène? Pour en parler, j'ai le plaisir et la chance de pouvoir présenter aujourd'hui Madame Giusy Nicolini, l'ancienne maire de Lampedusa. Giusy Nicolini est originaire de Lampedusa, cette petite île d'une superficie de 20 km², peuplée par moins de 6 000 habitants, située à 200 km au sud de la Sicile, plus proche de l'île de Malte et de la Tunisie que de l'Italie. Giusy Nicolini, de son vrai nom Giuseppina Maria Nicolini, s'est engagée toute jeune en politique. Elle a été maire adjointe dès ses 23 ans, déléguée à l'environnement, écologiste convaincue. Elle a lutté activement pour la protection de l'environnement dans son île
et tout particulièrement pour la magnifique plage des Lapins. Ancienne directrice de la réserve naturelle locale, elle s'est opposée à la spéculation immobilière, a toujours cherché à valoriser le patrimoine de son île, participant par exemple au plan d'action pour la lutte contre la désertification ou encore pour la conservation des tortues marines. Elle a été élue au poste de maire des îles de Lampedusa et Limosa en mai 2012. Malgré un parcours semé d'embûches, de menaces, de tentatives d'intimidation, Giusy Nicolini n'a jamais plié ni baissé les bras, remplissant son rôle avec ténacité et citoyenneté. Face à l'afflux des migrants, alors que d'autres fermaient leurs portes, elle a fait preuve d'un courage admirable. Elle a défendu leurs droits fondamentaux, contrainte par le sort autant à enterrer les morts qu'à accueillir les survivants. Savez-vous qu'on la surnomme la lionne? Pas étonnant quand on sait que ses actions courageuses, comme la lettre qu'elle a envoyée aux autorités européennes 6 mois après son élection, je cite, « Je suis la nouvelle maire des îles de Lampedusa et Limosa. Le 3 novembre, on m'a affecté 21 cadavres de personnes qui tentaient d'atteindre l'île. Notre cimetière n'a plus de place. Nous allons l'agrandir. Mais dites-moi, quelle superficie doit atteindre le cimetière de mon île ?» Ou encore quand en octobre 2013, après le naufrage d'un bateau transportant près de 500 personnes, elle envoie un télégramme au président du Conseil italien qui a fait le tour de la planète, rappelez-vous, « Venez compter les morts avec moi ». Madame a aussi payé le prix de son engagement, puisqu'elle n'a pas été réélue à son poste de maire en juin de cette année. Mais Madame Nicolini vous parlera bien mieux que moi de son expérience avec les migrants et de la situation en Méditerranée, qui est le sujet de notre conférence de ce soir. Elle a accueilli le pape François à Lampedusa, elle a dîné avec Barack Obama. Son engagement aux côtés des migrants, son combat pour leur droit à la dignité, son courage politique lui a valu de nombreux prix. En 2014, elle est arrivée 9e dans le classement des meilleures maires compilé par la World Mayor Prize. En 2015, le prix du citoyen européen lui a été décerné par le Parlement européen pour récompenser le comportement des habitants de Lampedusa après le naufrage du 3 octobre 2013 qui coûta la vie à 366 migrants. En 2016, elle a reçu le prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes, une récompense qui met à l'honneur les personnes luttant pour promouvoir l'égalité entre femmes et hommes dans le monde. Enfin, cette année, le prix Félix Houphouët-Boigny de l'UNESCO pour la recherche de la paix lui a été attribué conjointement à l'ONG SOS Méditerranée pour leur travail en faveur des réfugiés et des migrants. La conférence de Mme Nicolini sera suivie d'un débat avec Felipe González Morales, rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des migrants. Madame Nicolini, je me réjouis de vous accueillir et tout le monde se réjouit de vous entendre. Nous sommes vraiment impatients de vous écouter. Je vous invite à monter sur scène. Bonsoir à tous. Monsieur le recteur, Monsieur le président du Conseil d'État, Madame la présidente de la Confédération, Mesdames et Messieurs, chers étudiants, vous êtes très nombreux et je suis extrêmement émue. Je vous remercie avant tout d'avoir consacré cette semaine à la protection des droits de l'homme, dont le caractère sacré a été reconnu par cette Europe même qui aujourd'hui semble avoir perdu sa boussole, avoir perdu sa mémoire de ce qui avait conduit à sa construction propre. Et merci de m'avoir invité à venir vous faire part de mon vécu, de mon expérience faite pendant ces 5 années de syndic de frontières. Et je suis ravie de pouvoir le faire ici, dans cette salle, ici à Genève, qui est le berceau du droit humanitaire international.
Lampedusa et Linosa, permettez-moi de vous présenter mes îles par quelques images. Ce sont des îles minuscules mais magnifiques et qui comptent à elles deux 6000 habitants. La population vit de la pêche et du tourisme. Et le destin a voulu qu'elle se trouve au milieu de cette Méditerranée. Mais bon, je pensais pouvoir contrôler les images, mais en fait, ça semble se faire tout seul. Donc, je disais que ces îles se trouvent vraiment au centre de la Méditerranée, à mi-parcours, à peu près à mi-parcours entre deux continents, et elles servent de passerelle, de pont entre l'Afrique très proche et l'Europe un peu plus éloignée. Et c'est cette géographie justement qui fait l'identité de Lampedusa, tant sur le plan géographique, géologique, que pour sa place sur le chemin le plus long et le plus dangereux des voies migratoires. Sur le plan géographique, Lampedusa fait partie de l'Afrique. Elle est encore liée à la plateforme africaine. Et d'ailleurs, beaucoup d'espèces d'animaux et de plantes qu'on ne retrouve qu'à Lampedusa sont d'origine africaine. Donc l'histoire naturelle ainsi que les vestiges de la présence humaine témoignent de ce rôle qu'a toujours joué Lampedusa dans l'histoire. Elle a toujours été un passage sur le chemin des migrations humaines et animales. Et c'est le cas pour Lampedusa et la plupart des îles. Lampedusa n'est pas devenu l'épicentre de la crise migratoire du jour au lendemain, l'épicentre de cette immense tragédie actuelle. Elle l'était déjà depuis une vingtaine d'années. Et c'est depuis que s'est ouverte cette voie migratoire que du Sahara passe par la Libye, pour arriver aux côtes de la Méditerranée et enfin vers cette Europe riche et développée. Tous ceux qui ont traversé la Méditerranée au cours des 20 dernières années, jusqu'à la fin de 2013, tous ont débarqué à Lampedusa. Et donc, l'île a été seule, invisible pendant très longtemps. Elle était ce radeau sauveteur avec sa population qui faisait son devoir au nom de l'Italie, au nom de l'Europe tout entière, qui a su affronter les peurs et rester humaine, même lorsqu'elle a pu craindre pour sa propre existence, non pas parce qu'elle avait peur d'une invasion ni de maladies qui n'ont jamais été apportées, mais en raison des réactions de l'instrumentalisation politique qui faisait d'elle une île envahie par les barbares, ce qui a fait énormément de tort à son développement sur le plan touristique en particulier. Elle a souffert aussi de la fermeture des frontières européennes qui est encore plus injuste en mer. Injuste pour ceux qui sont abandonnés en mer, où ils sont condamnés à la mort, ou qui doivent arriver à la nage, et injuste envers ces territoires affaiblis, vulnérables, comme les Lampedusa. Le pape lui-même est arrivé jusque-là en juillet 2013 pour rompre cette indifférence, cette solitude, pour venir sur ce dernier bout d'Europe et dire haut et fort que la tragédie, ce n'est pas l'immigration.
comme l'ont dit le recteur et le président du conseil, le nombre de personnes déplacées, le nombre de personnes qui se voient forcées de quitter leur foyer pour des raisons de terrorisme, de conflit, de guerre, de pauvreté, de changement climatique. Ces populations sont énormes par rapport aux quelques chanceux qui arrivent jusque chez nous. Mais le pape est venu dire que la grande tragédie de notre époque, ce sont les morts. Bergoglio, en venant à Lampedusa, l'a bien dit. Et quand il a dit, quand j'ai su que dans cette mer, il y a 20 000, en 2013, on les estimait à 20 000 morts, j'ai été frappé droit au cœur et j'ai donc voulu venir. Il a, par sa présence, illuminé la mer, Lampedusa et toutes ces zones éloignées de la Méditerranée et toutes ces régions qui sont touchées par les migrations forcées. J'ai été frappé droit au cœur. C'est ainsi que j'ai compris que nous devions nous devenir l'épine dans le flanc des gouvernements, du gouvernement italien. Pendant longtemps, il y a eu un gouvernement de centre-droite qui avait fait de notre île une prison à ciel ouvert et d'être une épine aussi pour tous ces pouvoirs, toutes ces autorités européennes. Et en 2011, vous avez vu tout à l'heure cette embarcation surchargée avec toutes ces personnes, les unes sur les autres. Ceux qui sont les plus pauvres, les familles nombreuses sont tout en bas. Les enfants aussi que l'on met au plus profond pour éviter que les vagues ne les emportent. Et ceux-là meurent asphyxiés. Mais à l'époque où il n'y avait pas encore Mare Nostrum et toutes les opérations de secours, il y avait aussi des embarcations plus petites qui allaient échouer sur les écueils. En 2011, l'île dont j'ai pris la mairie avait connu cette honte de l'année 2011. Il y avait eu le printemps arabe en février et mars. 25 000 jeunes Tunisiens ont fui leur pays et sont arrivés à Lampedusa, où le gouvernement italien les a laissés tous, annonçant à l'Italie tout entière que Lampedusa se chargerait d'arrêter l'invasion. Alors maintenant, ils sont 60 000, 80 000, alors 25 000 à l'époque, ce n'était vraiment pas grand-chose. Eh bien, ces 25 000 jeunes seraient restés à Lampedusa, ceci afin de protéger le nord de l'Italie et les grandes villes. Ils seraient rapatriés à partir de Lampedusa, ce qui était absurde, ce qui était impossible, puisque tout cela exige des procédures complexes avec des formalités administratives et il faut passer des accords avec les gouvernements. Il y a eu effectivement un accord avec la Tunisie, mais aujourd'hui encore,
Il est très difficile de rapatrier les Tunisiens qui arrivent parce qu'il y a un chiffre mensuel maximum que la Tunisie accepte de reprendre. Et ça dépend aussi des fonds disponibles pour payer les frais liés au rapatriement. Donc, il était entièrement utopique de penser qu'en quelques jours, même en quelques mois, on puisse renvoyer 25 000 personnes. Et comme le centre d'accueil n'était prévu que pour 800 personnes, eh bien, des milliers de jeunes ont été abandonnés, comme ça, comme vous le voyez là, au froid, dans les déchets. Toutes les structures publiques ont été utilisées. Vous voyez des couvertures que la population de Lampedusa leur a données, mais ça ne suffisait pas toujours. Ici, vous voyez que les réfugiés brûlaient des déchets, des ordures pour se réchauffer un peu. Et ils allaient vider les sacs d'ordures pour réutiliser les sacs afin de se couvrir, de se protéger contre le froid. Nous avons donc distribué ces bâches imperméables pour les protéger de la pluie, mais ça ne suffisait pas. Ils étaient des milliers. Ils étaient des milliers et ils dormaient sous les camions, n'importe où, pour être à l'abri. Le niveau de dégradation auquel ils ont dû se soumettre a touché toute l'île de Lampedusa. Quand on accueille les gens de cette manière, on heurte sa propre dignité humaine. Et toute ma collectivité s'est mise à l'œuvre pour habiller, nourrir, aider en l'absence de l'État. Mais évidemment, on ne pouvait pas accueillir chez soi 7 000 à 8 000 personnes d'un coup. Et puis, après le grand naufrage du 3 octobre 2013, dont je parlerai dans un instant, l'opération Mare Nostrum a été lancée. Et c'est ainsi que Lampedusa a pu sortir de sa solitude et partager avec les autres ports de Sicile, de Calabre, des Pouilles ou de Sardaigne, partager avec tous ces ports ce devoir de premier accueil, de première assistance qui nécessite énormément d'efforts et de moyens sur le plan sanitaire, de la prise en charge, parce que ces personnes ne nous apportent pas des maladies, mais arrivent dans un état d'épuisement important en raison des conditions qu'ils ont vécues à travers tout au long de leur parcours, en raison des conditions dans lesquelles ils se sont trouvés lors de leur traversée. Ils arrivent souffrant d'hypothermie, de lésions dermatologiques en raison des contacts avec l'eau salée. Ils ont des problèmes rénaux parce qu'ils ne boivent plus depuis longtemps. Ils arrivent avec des pathologies diverses. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'enfants souffrant du diabète qui sont morts parce que le passeur avait jeté à la mer le petit sac qui contenait ces médicaments. Parce que lorsque ces personnes sont mises à bord de ces embarcations, on essaie d'alléger l'embarcation le plus possible pour mieux la stabiliser. Donc, on jette par-dessus bord d'abord les bagages, les sacs, mais parfois aussi les personnes, des gens qui sont jetés par-dessus bord pour alléger l'embarcation.
J'ai rencontré des enfants de 13-14 ans qui avaient vu leurs parents tués sous leurs yeux de cette manière. Et ce que je vous dis là, c'est la situation actuelle. Lampedusa, qui était le seul port d'arrivée en Europe, ici, nous voyons la réduction des arrivées par rapport à 2016. Et vous voyez ici que Lampedusa vient après Augusta, Catania, Pozzallo, Reggio de Calabre, à la 5e place avec 7000 arrivées seulement en 2017. De l'extérieur, on a l'impression que de s'occuper des migrants, avoir combattu la situation, la précarité, et s'occuper des migrants, pour certains disent que cela veut dire avoir négligé l'île et ses habitants. Eh bien, tout montre que c'est faux. Nous avons pu atténuer l'impact sur le territoire et l'île a pu retrouver sa sérénité, a pu redorer son image qui est essentielle en même temps que la beauté naturelle pour attirer les touristes. Parce qu'un lieu peut être magnifique, mais si les gens s'imaginent qu'il est envahi, et détérioré, on n'a pas envie d'y aller, il n'est pas attrayant. Et donc tout ce que nous avons fait a permis de sortir Lampedusa de sa solitude et de faire revenir l'invasion touristique. Donc en 2012, 13, 14, 15, 16, les touristes ont augmenté. Nous sommes arrivés jusqu'à un taux de croissance du 36% du tourisme. Si l'on réussit à relever ce défi de la survie en ayant fait ce travail pendant 20 ans, je peux vous dire que c'est cela, la vraie victoire. Avoir perdu les élections, ce n'est pas important. Ce qui me compte, c'est d'avoir pu gagner cette bataille, relever ce défi-là, qui montre que l'éventail des possibilités, l'éventail de tout ce que les grands pays, les grandes villes, de ce que les nations peuvent faire leur devoir d'accueil. Les possibilités, l'éventail, disais-je, est infini. Si un endroit comme Lampedusa, une toute petite île, a pu survivre, ne pas succomber et à s'en sortir, tous peuvent le faire. Et avoir vaincu la solitude, cela nous a apporté encore autre chose, selon moi. Les autres, les Siciliens, les autres Italiens, ont pu mieux comprendre la situation, regarder les gens en face, accueillir les vivants et les morts, sans se laisser impressionner par les actualités, le téléjournal, ces chiffres qu'on leur sert sans cesse. 300 personnes arrivées dans la nuit, encore 300 aujourd'hui, qui donnent cette idée d'une invasion et de gens sans visage, comme si il ne s'agissait pas vraiment de personnes. Alors, oui, il y a des raisons derrière ces mouvements de masse, oui, mais il y a aussi des raisons individuelles. Il y a les rêves de chacun, les problèmes, les difficultés, les angoisses de chacun. Certains que nous avons rencontrés se sont embarqués dans l'espoir de se faire soigner.
Nous avons pu aider, grâce à l'aide du gouvernement italien, un jeune homme, un garçon de 13 ans, un Égyptien, que sa famille avait mis à bord avec le dossier clinique médical de son petit frère de 7 ans qui avait une maladie grave. Et ces deux enfants avaient été mis là dans l'espoir de trouver un traitement pour ce jeune garçon qui est maintenant effectivement soigné à Florence. La situation de ceux qui n'ont pas fait le choix, mais qui ont néanmoins été contraints à partir, est encore bien plus difficile. Et je pense notamment à ces catégories que l'on nomme migrants économiques et qui par conséquent, se verront refoulés, rejetés, et qui ne peuvent pas retourner chez eux, qui ne peuvent pas être rapatriés, parce que ce n'est pas possible vers tous les pays, et qui sont donc laissés à eux-mêmes. Parce que qu'est-ce que ça veut dire actuellement être un migrant économique ? Cela veut dire entrer dans un nouvel esclavage, dans une nouvelle pauvreté due à la désertification, à la sécheresse, au changement climatique, aux pénuries. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'un migrant économique a fait le choix de partir? Alors oui, sûrement. Il y en a peut-être parmi eux qui auraient aussi bien pu rester chez eux. Mais dans certains pays, les richesses sont très inéquitablement réparties. Et tous ceux qui quittent l'Afrique le font pour échapper à l'exploitation. Il faut bien le comprendre, le savoir. Quand nous disons que nous voulons les aider chez eux, il faut bien comprendre que il faut alors envisager des politiques complètement différentes en matière de coopération, mais aussi du point de vue de l'exploitation des territoires. Ce qui fait la spécificité de mon île, grâce à sa géographie, c'est l'expérience. L'expérience que nous avons acquise. Vous avez les données sur la réinstallation avec le plan de l'Union européenne qui aurait dû redistribuer de façon équitable ces personnes en l'espace de 2 ans. 26 000, 24 000 depuis l'Italie et 36 000 depuis la Grèce. Les 2 années sont passées. Combien de personnes ont été réinstallées ? 9 300 personnes. Cela démontre que l'égoïsme des États qui refusent des quotas très bas l'emporte. La Pologne aurait dû accueillir à peine 200 migrants. Eh bien, elle a dit non. Il y a un déséquilibre entre, vous avez parlé de courage, mais pour moi, je parle de combien nous avons peiné à Lampedusa. Et l'égoïsme de la Grande Europe est énorme. Ils n'ont pris que 9 000 personnes. Toutes les personnes qui avaient à côté depuis 2009 jusqu'à 2014, ils n'en ont pris que 9 000. Voici les chiffres qui se rapportent aux enfants qui ont accosté depuis 2014 et jusqu'à 2017. Regardez la croissance du nombre de ces enfants qui quittent leur terre. Ces enfants qui partent encouragés par leur famille pour garantir, grâce aux remises, la survie de la famille qu'ils quittent. Ce sont eux qui vont aider leur famille à rester chez elles. Beaucoup plus que les politiques de coopération européenne le font. Qu'est-ce qui a rendu spécial mon île et ses habitants?
l'expérience d'une rencontre, l'expérience de la douleur et de la mort. Il a été rappelé que dès le premier jour de mon mandat en tant que maire, on m'a appelé pour me remettre le premier cadavre. De temps en temps, je recevais 2, 3, 4. Au mois de novembre, lorsque j'ai lancé cet appel, je l'ai fait car 11 cadavres, c'était insoutenable pour moi. Je ne savais pas comment m'y prendre. Je ne savais pas où les enterrer. Je ne savais même pas où conserver les cercueils dans l'attente que le préfet m'aide à trouver d'autres cimetières dans la province d'Agrigento pour qu'il les accueille. L'expérience de la mort injuste. Vous voyez ces corps enveloppés dans le papier, dans du papier aluminium, ce papier jaune, enfin, c'est le papier thermique, ce sont les couvertures thermiques avec lesquelles on enveloppe les personnes qui arrivent. Il n'y avait plus de sacs, ce sont les premiers cadavres que la mer a rendus et qui ont été trouvés par les pêcheurs et par les gardes-côtes. Après que nous avons pris connaissance du naufrage qui a été survenu 3 heures avant. Il n'y avait pas assez de sacs. Vous voyez là les corps des enfants de 2, 3 ans qui ont été provisoirement enveloppés dans des couvertures thermiques. Les cercueils devaient encore arriver, donc les corps ont été mis à même le sol. Dans le sac que vous voyez dans la photo, au premier plan, il y a un bébé de 3 mois. Voilà pourquoi le sac n'est pas plein. On m'a porté ces corps. La récupération des corps a duré pendant des jours et des jours. Les militaires de l'armée aidaient à transporter les corps de la jetée au camion qui les transportait dans le hangar par la suite. Le flux était interminable, 24 heures sur 24. 366 corps, c'est beaucoup. Et beaucoup de corps ont été trouvés à 50 mètres de profondeur. Ces processions de corps en l'espace de quelques jours émanaient l'odeur de la mort que l'on ressent encore, que l'on a ressenti pendant 1 mois sur l'île. Et je pense que c'est quelque chose qui nous oblige à nous ranger du côté de la vie. Une fois, on m'a critiqué parce que j'ai dit « j'espère qu'ils vont arriver vivants ». Quand on me disait « il y a un débarquement », moi j'étais contente qu'il y ait eu une arrivée et pas un naufrage. Voici les conditions du centre d'accueil à Lampedusa. Il y avait une surpopulation constante. Le seul lieu de débarquement, c'était Lampedusa. Par conséquent, il ne suffisait pas de dire arrêtez parce qu'on est déjà à 800 000 et que fait-on avec les autres? Est-ce qu'on les rejette dans la mer? Est-ce qu'on les laisse par terre? On les laisse chez nous. Le centre d'accueil fonctionnait toujours dans des conditions qui n'étaient pas décentes. Après, ces migrants s'équipaient, ils utilisaient ces matelas qui étaient des ordures et ils se construisaient des niches, comme le font les animaux, pour pouvoir y dormir. Voici le centre d'accueil de Lampedusa. Là-dessous, il y avait des gens qui dormaient. Quand j'ai dit « venez compter les morts », je les ai obligés à venir dans le centre d'accueil à Lampedusa. Lampedusa ne pouvait pas rester seule.
Ce n'était plus possible de porter cette charge. C'était impossible. On les avait arrachés à la mer. On avait vu les conditions dans lesquelles ils étaient arrivés. Même les survivants étaient dans ces conditions. Il y avait des personnes qui avaient besoin de soins et d'aide et non pas de dormir à même le sol. Nous nous sommes occupés des morts, des parents des victimes et de ceux qui sont restés sur l'île pendant un mois. Nous en sommes au 3 novembre 2013. Nous avons planté 366 arbres pour rappeler tous ces morts. Nous avons allumé des bougies. Là, vous voyez les survivants. Et là, vous voyez les victimes. Et nous avons montré au monde entier les cercueils. Nous nous sommes battus pour que les caméras rentrent dans ce hangar. Il n'y avait pas d'autorisation en théorie. Mais nous savions que ces morts, 366 morts par rapport aux 20 000 qui étaient déjà morts, et aux 20 000 que l'OIM a compté depuis 2013 à 2014. Qu'en est-il de ces gens? Ce n'est pas grand-chose, mais pour la première fois, ces morts étaient visibles. Pour la première fois, ils étaient visibles. Dans ces cercueils, vous avez des enfants. Dans un cercueil blanc, nous avons une femme avec le fœtus qui est encore relié à son cordon ombilical. Elle a accouché à cause des spasmes de la mort. Elle était entassée au fond du bateau. Tout le monde s'est mis à genoux devant ces cercueils. Mais rien n'a changé. Vous voulez savoir quel était notre secret, mon secret? Comment avons-nous trouvé la force pour endurer la douleur et pour lutter? Et le voilà, le secret. Nous n'avions pas que des morts qui arrivaient chez nous. Nous avions des enfants qui naissaient sur les patrouilles des gardes-côtes. Après, nous avons découvert que presque aucun de ces bébés n'est né grâce à l'amour. Ils sont tous produits d'une violence sexuelle, souvent de ceux qui les enlèvent en Libye, des passeurs, des criminels de la traite qui enlèvent ces personnes chemin faisant. Et après, nous avons des accolades. Ici, vous voyez une fillette qui avait été séparée de sa mère. Nous observons, nous avons peur. Ce sont des arrivées soudaines. Leur nombre est indéterminé. Ils ne nous préviennent pas quand ils arrivent. C'est donc l'urgence. Et que se passe-t-il dans la mer lorsque le rafio est en train de couler et lorsque nos militaires, les gardes-côtes, doivent se dépêcher pour récupérer des corps? Dans les patrouilles, nous avons une capacité de 100 à 120 personnes, alors qu'ils sont bien plus nombreux. Donc, il faut charger constamment, les ramener sur les bateaux, revenir, ramener d'autres corps, ainsi de suite. Et là, il arrive très souvent que des frères et des sœurs, des couples soient séparés, ainsi que des mères et leurs filles. Et dans ces cas, nous nous employons pour qu'ils puissent retrouver. Cette fille, dans cette photo, n'avait pas encore retrouvé sa mère, mais il y est arrivé par la suite. Ici, vous voyez une orpheline. Sa mère est décédée à bord des patrouilles, des gardes-côtes à cause des brûlures. Nous l'avons gardée pendant une dizaine de jours. Après, elle a été adoptée suite à un petit séjour à Palerme. Ici, féminin, un garçon qui m'a appris que les enfants, quand ils naissent, ils sont tous blancs.
Il est arrivé, c'était la nuit, et nous avons vraiment vu la transformation de sa peau. Il était blanc, il est devenu noir par toute une série de passages assez drôles. On l'appelait Fémino. Et nous avons beaucoup d'enfants, très beaux. Tous ces enfants nous transmettent du courage et de l'espoir. Ils nous disent que oui, ça vaut la peine. Là, nous avons des morts qui sont arrivés après 2013. En 2015, 28 personnes sont décédées dans les patrouilles à cause de l'hypothermie, car la mer était houleuse et les vagues les mouillaient alors qu'ils étaient très mal. Et malheureusement, ils ont été arrachés à la mer vivants. Ils sont arrivés chez nous morts. Lampedusa est devenu un lieu de visite. Vous en voyez quelques photos à l'écran. Et avec ces photos, je suis ravie de vous montrer cette photo du musée du dialogue et de la confiance que nous avons ouvert à Lampedusa. Il était important sur cette île touristique. Le pape François a parlé du phare de la Méditerranée en parlant de notre île. Il était important d'avoir un symbole pouvant relater les histoires des migrants et l'histoire de notre île, qui racontait les naufrages et toutes les formes d'art. Nous avons réseauté avec d'autres musées de la Méditerranée qui ont collaboré. Je pense que la culture et le partage des connaissances pour raconter l'humanité est un parcours qu'il faut suivre, alors que la politique a peur vu le vent qui souffle à l'heure actuelle. Nous avons des ouvrages qui sont arrivés de Bari de Tunis et de Florence. Nous avons des tableaux du Caravage pour rappeler Eylan, cet enfant qui a ému tout le monde. Nous pleurons face à un enfant décédé. Après, nous refoulons des enfants qui sont vivants. Le musée des Offices à Florence a lui aussi été frappé par le terrorisme mafieux. Et nous avons exposé ces tableaux avec des objets que portaient les morts, les évangiles, les lettres, les documents. Le président de la République est arrivé pour l'inauguration de ce musée et pour cette exposition. Nous avons également exposé une petite voiture d'un enfant de 5 ans qui était mort dans un bateau et qu'il avait dans sa poche, ainsi que des montres. Les colliers des femmes. Tout cela pour vous dire que près de 300 000 personnes ont été sauvées grâce à mon île. Ces personnes, en ce moment, se trouvent dans le monde entier. Ce sont 300 000 nouveaux habitants de Lampedusa. Ces personnes, ils envoient des remises dans leur pays d'origine. Mais ces personnes aident nos économies, ils contribuent pour nos retraites. C'est pourquoi je suis très fière d'avoir contribué à leur sauvetage. On a parlé des résultats des élections du 12 juin à Lampedusa qui n'ont pas permis de me renommer maire de cette île. Le plus grand honneur de ma vie a été ce mandat. Et cela est arrivé car Lampedusa et Linosa ont décidé de se replier sur elles-mêmes, sur leurs intérêts économiques. Peut-être que
la crise des migrants a fait peur aux citoyens, ou peut-être parce que je n'ai pas été élue, parce que j'avais choisi d'être aussi le maire de ces 300 000 nouveaux habitants de Lampedusa que j'avais sauvés. Ce qui est sûr, c'est que je n'aurais pas pu m'y prendre différemment. Je suis persuadée que la beauté et la richesse de mon île, comme la beauté et la richesse de tous les lieux de frontières, reposent aussi sur l'humanité de ses habitants. Un endroit ne peut pas être beau et riche s'il opte pour la mort et s'il puise son existence dans tout cela, en disant non à ceux qui essayent de gagner ce territoire pour être sauvés. Un endroit ne peut pas garder sa beauté et sa richesse s'il tourne le dos à la mer. Une mer grâce à laquelle notre civilisation est née, en démontrant un grand courage, les petits territoires ont été capables d'accueillir. Nous ne sommes pas les seuls. Ces territoires accomplissent un geste de paix. Le pape François, récemment, a lancé un appel. Il a dit aux jeunes, aux maires et aux communautés qu'il fallait être des artisans de la paix. Quand on habite à Lampedusa, quel peut être ce geste de paix? C'est quelque chose qui est possible, c'est l'accueil et la solidarité. Permettez-moi de terminer mon intervention en rappelant un des prix, Olof Palme, Olof Palme, ce prix qui m'a été remis, m'amène à dire que on disait autrefois qu'il n'était pas possible d'ériger des murs pour nous séparer. Ces murs étaient synonymes de régression. L'évolution rapproche de plus en plus des êtres humains dans une relation qui repose sur l'estime, malgré les difficultés. Nous ne pouvons pas nier que le problème existe. Surtout si ces migrations demeurent incertaines, illégales et irrégulières, car cela débouche sur la mort et la souffrance pour les migrants. Et cela débouche sur la peur, sur le désordre chez les communautés qui les accueillent. Je comprends que ces embarcations de fortune et notre territoire nous amènent à toucher directement les conséquences de politiques qui sont décidées très loin de chez nous. C'est facile à comprendre. Les droits sont des droits universels et pas individuels. Il y a un lien étroit entre ceux qui vivent et ceux qui veulent se doter d'une opportunité. Bauman le dit aussi lorsqu'il nous dit « Nous sommes une seule humanité, nous sommes une seule planète, malgré les obstacles, malgré les différences énormes, la confiance réciproque et le partage des raisons doivent nous amener à une cohabitation pacifique et qui soit avantageuse pour tout le monde, qui repose sur la solidarité et la coopération. Il n'y a pas d'autres options possibles. La crise des migrants, dit Bauman, dévoile l'état dans lequel nous vivons et le destin qui nous rassemble tous. Il y a donc lieu de tourner notre regard sur Lampedusa, qui a été une expérience
En Europe aussi, c'est la culture, la politique, l'information sur lesquelles nous devons insister, nous devons faire comprendre qu'il est possible de régulariser ces flux, il est possible d'avoir des arrivées sûres à ceux qui en ont droit par le biais d'instruments qui existent déjà. Il existe des agences européennes. Une agence européenne pour l'asile devrait voir le jour dans chaque camp de réfugiés, et ces camps sont nombreux. Dans ces camps, notamment dans les camps en Syrie, nous avons des accords, comme l'accord qu'a noué l'Italie avec la Libye. Cet accord a eu pour conséquence non pas une diminution des morts, car ces morts ont augmenté. L'OIM nous dit que en 2016, il y avait un mort toutes les 100 000 personnes qui arrivaient vivantes. En 2017, le rapport était d'un mort pour 49 personnes arrivées chez nous. La quantité donc a diminué car les arrivées ont diminué, mais les proportions ont augmenté car il y a eu une diminution des opérations de sauvetage. Les ONG ont été refoulées. C'était des ONG qui étaient là pour combler le vide de l'Europe, pour aider l'Italie qui faisait cavalier seul. L'Italie qui, aujourd'hui, est comme Lampedusa pendant 20 ans. Il n'y a pas d'autre solution. La seule possibilité, c'est de maîtriser ces processus qui existent depuis des millions d'années et qui vont continuer d'exister. Il s'agit de choisir de régulariser par le dialogue, la confrontation. Essayons de voir comment, disais-je, nous pouvons partager ces responsabilités qui ne doivent pas peser uniquement sur certains pays, ceux qui se trouvent sur la Méditerranée, car cela n'est pas possible. N'oublions pas que certains pays en Europe se sont employés davantage que l'Italie et que la France ou que les pays de l'Europe de l'Est. Nous avons l'Allemagne qui a elle seule accueilli 1 350 000 Syriens en 2015. Et c'est le premier pays pour l'accueil des migrants. L'Allemagne est le premier pays européen dans l'accueil des migrants, des réfugiés. Elle devance tous les autres pays et nous devons lui emboîter le pas. La lutte contre le terrorisme, ainsi que tous les grands défis plus importants que l'accueil, sont des défis que nous pouvons relever. Car l'accueil, c'est un geste de paix. C'est un geste de paix. Merci beaucoup.
molto difficile di parlare dopo questo. Et c'est difficile d'intervenir après un tel témoignage de courage et de force. Merci, madame. Et c'est important de parler dans la dignité de cette tragédie qui touche non seulement l'île de Lampedusa, mais l'Europe tout entière. Avant d'ouvrir le débat, Rapporteur spécial, M. Felipe González Morales du HR, rapporteur spécial sur les droits humains des migrants, qui va offrir un autre regard pendant quelques minutes pour essayer de fixer ce débat sous l'angle politique et institutionnel au niveau international. Monsieur González Morales, c'est à vous. Good evening, ladies and gentlemen. mesdames et messieurs, bonsoir. Vous pouvez bien imaginer combien il est difficile pour moi d'intervenir après ce discours rempli d'émotions que nous venons d'entendre de la part de l'ancien maire de Lampedusa. Je tiens à remercier l'Université de Genève de m'avoir invité à participer à cette rencontre, cette conférence. Demain, je ferai un discours un peu plus long, mais je viens de prendre ce poste de rapporteur spécial pour les droits de l'homme de migrants en août, et c'est la première fois que j'ai l'occasion, en fait, de venir ici au siège du Comité des droits de l'homme dans ma nouvelle capacité. Et je suis heureux de cette occasion et de l'occasion que j'ai ainsi aussi de faire de nombreuses rencontres. Je vais vous donner un bref aperçu de ce que sont les obligations des États en matière de droits de l'homme dans le contexte du contrôle des frontières. Nombreux sont ceux qui se voient forcés de partir pour échapper à la pauvreté, la violence, la discrimination, la mauvaise gouvernance ou les conséquences des changements climatiques. Les principaux facteurs d'attraction pour les migrants sont les besoins en matière de travail, officiel ou non, les facteurs de réunification des familles qui sont souvent négligés, ou parce que l'on se concentre davantage sur un discours négatif qui fait appel à la xénophobie, la peur des migrants qui viennent nous voler nos emplois. Face à l'arrivée des migrants, la première réaction des États, c'est de mettre des barrières. Et souvent, les États dressent des obstacles de plus en plus importants à la mobilité en se concentrant sur la sécurisation, la répression et la dissuasion. Leur objectif premier est de sécuriser leurs frontières en construisant des barrières, en ayant recours à la violence pour arrêter les migrants sans papier qui arrivent sur les côtes ou par l'intérieur, en usant de la détention prolongée comme moyen de dissuasion, en pratiquant l'expulsion collective sans avoir fait les mesures de contrôle nécessaires. De plus en plus, ils exportent la gestion des frontières au-delà de leur propre territoire, on la confie à des États tiers. Et les États peuvent ainsi décider qui ils peuvent admettre ou refuser, et tout en étant liés par leurs obligations internationales. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si les États ont la possibilité d'admettre, de refuser ou de renvoyer des migrants, ils ont aussi l'obligation de respecter les droits de l'homme des migrants tout au long du processus. Et ils sont tenus de respecter les principes tels que le meilleur intérêt de l'enfant, l'unité familiale et le non-refoulement, principes qui sont décrits dans les conventions des Nations Unies contre la torture ou sur les réfugiés. Dans la pratique, cela veut dire que les États doivent accroître leur capacité de recherche et de sauvetage et s'abstenir de repousser les migrants aux frontières maritimes ou terrestres. La militarisation des contrôles frontaliers cause inutilement des souffrances et conduit à des violations des droits de l'homme et du droit humanitaire aux frontières. Les États doivent se doter de procédures, directives ou systèmes axés sur la recherche et le sauvetage avant tout, et en prenant en compte le traitement que devront recevoir les personnes ainsi sauvées.
dès qu'ils arrivent dans un pays de transit ou de destination sans document, tous les migrants tombent dans la catégorie des migrants irréguliers. Des vérifications individuelles doivent être faites rapidement pour évaluer leur vulnérabilité spécifique et déterminer quel est le cadre de protection juridique qui correspond à leurs besoins. L'absence d'une véritable évaluation individuelle, assortie de la possibilité pour le migrant de présenter une demande et décrivant les risques qu'il pourrait courir en cas de renvoi dans leur pays d'origine, pourrait constituer une violation du principe international du non-refoulement. Il n'est pas possible d'assurer la protection des droits de l'homme des migrants sans un système d'asile opérationnel et une infrastructure adéquate et appropriée qui permettent de gérer les mouvements importants. Bien que le reflux et le refoulement vers des pays d'origine ou des pays tiers où la primauté du droit n'est pas assurée, les systèmes d'asile sont inadéquats, continuent d'avoir lieu dans le cadre d'accords bilatéraux, ceci bien qu'ils soient interdit par le droit international. Il est important de rappeler que le retour des migrants qui ne répondent pas aux critères normes internationales ou nationales pour rester dans le pays autre, leur retour doit être fait dans la sécurité avec dignité et respect pour le droit de l'homme et être basé sur les retours volontaires, la coopération entre les États d'origine et d'accueil et des services de réintégration, d'assistance à la réintégration améliorée pour ceux qui retournent. Les détentions obligatoires doivent être éliminées et puisqu'il existe de nombreuses autres solutions possibles, caution, garantie et autres moyens. Certains pays ont une nouvelle politique de lieux de réception ouverts, en particulier pour les migrants vulnérables, mineurs ou familles. De manière générale, les détentions doivent être évitées et n'être utilisées qu'en tout dernier recours et pour des périodes très brèves. Les membres doivent s'assurer que d'autres mesures soient possibles et mises en œuvre. Les familles qui ont des enfants ainsi que les enfants non accompagnés ne doivent pas être détenus pour des raisons de statut administratif, car la détention des enfants, même pour des périodes très brèves, peut avoir des conséquences graves pour leur développement psychologique. Le Comité des droits de l'enfant et les mécanismes humanitaires ont dit clairement que la détention ne peut jamais être dans le meilleur intérêt de l'enfant et que la détention d'enfants migrants, accompagnés ou non de leur famille, constitue toujours une violation de leurs droits. Par conséquent, les enfants migrants non accompagnés et les familles avec enfants doivent toujours être traités, ne doivent jamais être détenus. L'idée qu'en dressant des barrières ou des murs, qu'en repoussant les migrants en mer, ou qu'en leur offrant des terribles conditions à l'arrivée, nous pourrons les dissuader, est une idée fausse et contre-productive. Elle ne fera qu'augmenter les souffrances et envoyer les migrants dans les mains des contrebandiers. Les États doivent reconnaître les facteurs d'attraction, en particulier reconnaître les besoins en matière de main-d'œuvre et ouvrir des voies régulières pour l'immigration régulière, y compris pour les travailleurs peu qualifiés, et afin que ceux-ci ne soient plus obligés de s'adresser à des contrebandiers et à partir pour des voyages périlleux. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci. Je tiens à remercier nos deux intervenants et en particulier Madame Nicolini pour ce témoignage évidemment très touchant qui a sûrement suscité toute une série de questions que nous allons pouvoir en partie, j'espère, y répondre. Avant cela, permettez-moi peut-être d'ouvrir ce débat par une première question.
qui rassemble l'un et l'autre vos interventions. En effet, il y a un contraste saisissant entre les autorités locales, les NGOs, les ONG ou organisations dans leur programme, qui se trouvent d'une certaine façon démunies pour agir face à ce problème migratoire. Madame Giusy Nicolini, vous l'avez rappelé, vous vous êtes retrouvée démunie pour gérer cette question et vous avez pris une initiative pour essayer d'aider les acteurs locaux en regroupant une série, en invitant une série de maires de villes touchées par les questions des migrants. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Sì, all'inizio. Alors, au départ, nous étions 3. Avec la syndic Adacola de Barcelone et le syndic de Lesbos. Nous nous sommes mis en contact et puis nous avons élargi le réseau parce que le besoin de contact, d'échange d'expériences, d'unir nos forces et nos moyens est un besoin très fort, très vif. Nous avons besoin de pouvoir raconter, de pouvoir parler de nos besoins, de pouvoir nous entraider. Adacola, par exemple, nous disait, eh bien, nous souhaiterions accueillir des migrants, mais notre pays ne nous le permet pas. Et donc, nous ne pouvons pas faire de l'accueil direct, mais nous pouvons venir en aide aux territoires qui sont sur la frontière. Donc, il y a plusieurs façons de travailler ensemble et de s'unir. Il y a eu ensuite une première rencontre donc, à Lampedusa. Et cette rencontre m'a permis de rencontrer des maires extraordinaires qui, par exemple, sur la frontière française, où des syndics ont fait tout le contraire de ce qui a été fait à Calais, en organisant l'accueil. Mais on parle surtout des situations difficiles. Ce sont celles-là qui sont l'image publique de l'immigration et au détriment de tout ce que font des communautés, des collectivités engagées qui prennent des mesures concrètes, qui font des choses positives. Même dans la lutte contre le changement climatique, il y a des choses qui paraissent au-delà de nos moyens, qui nécessitent des décisions à l'échelle internationale. Eh bien, non, je pense que même là, il faut que les villes, les petites entités aussi participent, interviennent, parce que la reconversion de l'économie, de l'énergie, est un processus graduel. Ça se fait pas à pas. Et donc, ensemble, des petites entités, des petites unités peuvent apporter des changements et influencer les gouvernements. Précisément, comment promouvoir cette gouvernance locale? Right. How do you want to promote local governance at Comment voulez-vous promouvoir cette gouvernance au niveau local? Que peut-on faire pour soutenir les autorités locales face à des situations aussi tragiques? Alors, j'aimerais dire un mot à propos de la première question également, qui est en lien avec la seconde. Alors, pour moi, un problème, c'est que la réaction des autorités dans de nombreux pays dépend énormément de la personne responsable. L'exemple de Lampedusa illustre l'aspect positif, mais
tout cela était dû à la présence, à la réaction de Madame Nicolini. Et peut-être que les migrants ne retrouveront pas une Madame Nicolini ailleurs. Par le passé, j'ai eu l'occasion, par exemple, de constater, d'être témoin des importantes migrations d'enfants venus d'Amérique centrale et allant vers les États-Unis. Et j'ai pu voir de mes yeux leur situation, les réactions que cela a suscité. Dans certains cas, les organisations de la société civile ont pu mettre sur pied des abris, même de fortune, pour les migrants. Et qui ont ensuite été institutionnalisés, ou alors les États ont pris la relève. Mais je crois que ce n'est pas là la responsabilité de la société civile. Cela fait partie des devoirs de l'État d'assurer ces abris et ces accueils. Donc, tout cela dépend énormément de la planification faite par les États afin que les pointes migratoires qui peuvent surgir ici ou là soient traitées de manière adéquate. Il y a un pacte maintenant, le pacte mondial sur l'immigration, qui permettra de faire reconnaître un certain nombre de normes pour les États. Parce que c'est un des problèmes actuellement. La Convention des Nations Unies sur la question a été ratifiée par une cinquantaine de pays, presque tous pays d'origine des migrants. Donc, ce n'est pas vraiment un instrument utile pour la communauté et nous espérons que le pacte mondial permettra de faire avancer les choses. Merci. La possibilité de prendre une série de questions. Je vous demanderai de les faire les plus synthétiques possibles et de vous présenter aussi dans le respect, bien évidemment, du débat académique. Là, mesdames, messieurs, alors je suis obligé de mettre ma main avec les spots, je ne vois pas très bien la salle. Je vais me lever parce que je ne vois rien. Je suis désolé. Oui, pardon. Dans la première partie, il y a déjà... Oui, allez-y. Bonsoir, je voudrais remercier Madame, vous êtes extraordinaire et c'est bouleversant de vous écouter. Merci d'être un modèle aussi inspirant et extraordinaire. Est-ce que vous pouvez nous parler plus des relations qui se sont tissées entre les locaux et les migrants et s'il y avait des disparités dans la réaction des locaux et comment vous avez géré ça? Merci beaucoup. Sì, ovviamente voi non dovete immaginare. Alors, n'allez pas imaginer que Lampedusa soit un lieu absolument fantastique. Et là, comme partout ailleurs, il y a des bons et des méchants. Mais l'esprit qui domine dans la communauté, cette communauté de marins, de pêcheurs, d'une communauté qui est isolée, est un esprit ouvert et accueillant. En 2011, par exemple, vous avez vu ces images horribles, mais il faut dire aussi que des familles ont ouvert leurs portes à ces jeunes Tunisiens, les ont fait venir se réchauffer, les ont nourris, leur ont permis de prendre une douche. Et pour ce qui est des survivants du naufrage du 3 octobre, eh bien, chaque année, ils reviennent à Lampedusa, et où ils ont tissé des rapports très étroits, surtout avec les secouristes. Il y a là avec eux des liens vraiment, véritablement très forts. Et de telles expériences ne peuvent que transformer
profondément une communauté. Moi, je vous ai parlé de choses que nous avons faites dans les moments les plus difficiles, mais aussi parce qu'il fallait apporter un soutien psychologique aux secouristes, fonctionnaires ou civils, aux gens de l'île. Je pense en particulier à un pêcheur qui, le 3 octobre, a été parmi les premiers à porter secours, à sortir de l'eau les vivants et les morts, et qui, pendant 6 mois après, n'a plus pu reprendre la mer. Parce que, au lieu d'être fier de ce qu'il avait fait, il se sentait coupable de ne pas avoir pu en sauver davantage. Et il a fallu donc lui apporter un soutien psychologique. Nous avons donc vécu des choses qui vous transforment. Et qui contribuent également à la cohésion, à une très forte solidarité. Bien, je crois que tout le monde peut devenir lampédusien devant une situation de ce type. Troisième rang. On va vous amener un micro. Si c'est italien, si può. Sì. Deux domandine. Deux questions. Une seule, s'il vous plaît. Bon, alors, en tant que Sicilien qui a passé plusieurs étés à Lampedusa, j'aimerais savoir comment votre vision de l'Europe a pu changer ces dernières années, compte tenu de tout ce que vous avez vu, de ce que vous avez vécu, vous et les autres citoyens de l'île. Est-ce que votre vision de l'Europe a changé? Diciamo che... Oui. Je crois que c'est le cas pour nous tous, parce que les politiques de l'Europe ont trahi dans une certaine mesure les grandes valeurs fondatrices de l'Europe. L'austérité, la politique d'austérité n'a certainement pas été utile. La lutte contre la crise, les problèmes posés par la mondialisation, etc. Donc l'Europe est une Europe injuste du point de vue de la cohésion, de sa propre cohésion interne. Mais quand on se rend compte que ces personnes sont mortes non pas victimes de la mer, non pas victimes seulement de la traite et de la contrebande, d'actes criminels, mais elles sont mortes aussi victimes des lois, des normes qui disent qu'actuellement en Europe, on n'entre pas, quelle que soit la raison. Il faut d'abord mettre sa vie en péril, arriver de manière clandestine et après demander de l'aide. Et de là, l'Europe devient non seulement une chose étrangère, mais elle devient une ennemie. Et cela, ça doit nous inquiéter. Parce que après, la consolidation de la démocratie, le développement, l'intégration nécessite que l'on se reconnaisse dans un projet. À Lampedusa, les pêcheurs, par exemple, disent « Mais qu'est-ce que c'est que cette Europe qui se préoccupe de la taille de mes filets de pêche et qui ne s'occupe pas, ne s'intéresse pas aux vies des gens ?» La même rangée, allez-y. Alors, Madame Nicolini, j'ai une question en lien avec ce que vous avez dit de l'année 2013, quand le pape est venu à Lampedusa. Par quels moyens vous avez assuré une meilleure gestion de la crise migratoire? Comment vous avez fait pour
améliorer la gestion? Ho denunciato. Eh bien, j'ai crié, tapé du poing sur la table, je me suis battue et j'ai obtenu, par exemple, qu'il y ait des visites, des expertises faites au centre d'accueil afin de montrer que le centre était prévu non pas pour 800, mais en réalité pour 400 personnes. Et grâce à cela, on a pu améliorer quelque peu les conditions. J'ai demandé, pour maintenir des conditions humaines et dignes, j'ai demandé que les transferts vers les centres de deuxième accueil en Sicile se fassent plus rapidement. Et ça devrait être la règle dans tous les centres de premier accueil, parce que tant que tout cela sera improvisé, non réglementé, il y aura forcément surpeuplement. Il est donc essentiel de pouvoir transférer ces personnes le plus rapidement possible vers les centres de transit suivants afin de s'assurer qu'ils puissent vivre dans des conditions humaines et pour pouvoir accueillir ceux qui continueront d'arriver. On voit bien sur le terrain ce qui doit être fait. Les enfants, par exemple, les femmes, les familles doivent avoir la priorité lors de ces transferts. On voit très bien qu'il faut renforcer les services sanitaires quand on voit que toutes les femmes qui arrivent ont été victimes de violences, d'actes de violence et doivent être vues par un gynécologue. Après 20 ans d'expérience, après avoir entendu des centaines de récits, avoir vu tant de preuves, eh bien, on le demande, on l'exige. Et ça a permis en même temps d'améliorer aussi les services pour la population. Alors les gens disent « Ah, mais ils nous apportent des maladies, ils nous amènent des maladies ». Alors pour protéger les citoyens et tout le pays tout entier, et l'Europe tout entière d'ailleurs, puisqu'ils passaient tous par là, il fallait avoir des spécialistes, des dermatologues, des spécialistes de toutes sortes, des médiateurs culturels, parce que il faut pouvoir avoir ce contact, cette compréhension culturelle pour traiter ces personnes. Et donc, voilà, en tant que maire, ça fait partie de la tâche, du devoir d'un maire. Et parce que pour protéger les citoyens aussi, à grande échelle, je pense que faire face à ces situations, à ces crises, permettrait non seulement de lutter contre la criminalité, parce que dans toutes les catastrophes, qu'il s'agisse de tremblements de terre ou autres, il y a toujours des criminels, des profiteurs. Les gens qui sont dans ces centres, plus ils restent, plus ils sont nombreux et plus certains y gagnent. Donc, dans les grands pays européens, on pense surtout à la sécurité. Et donc, les gens sont enfermés dans ces centres et où il y a énormément d'exploitation, en même temps que de l'intolérance, des peurs qui sont nourries, encouragées par les droites, les populistes, xénophobes et racistes, et qui profitent des situations terribles dans lesquelles vivent ces personnes. Mais si nous pouvons agir en amont, prévenir ces situations, eh bien, nous, à mon avis, aurons des résultats beaucoup plus concrets, beaucoup plus rapides.
qu'en misant sur la sensibilisation, l'intégration qui demande beaucoup plus de temps. Donc, dans l'urgence, ce qu'il faut, c'est d'avoir des plans d'accueil généralisés, solidaires et humaines. Sur les valeurs, pour construire ce contre-discours, en plus de cette nécessité de prise de conscience au niveau européen, est-ce qu'au niveau de l'éducation, au niveau européen, il faut aussi rappeler que l'Europe est une terre de migration et que c'est plus d'un devoir, une nécessité de revoir les politiques d'accueil. Comment construire ce contre-discours d'une certaine façon face à l'intolérance et à la peur qui se traduit électoralement, et vous l'avez subi d'une certaine façon aussi, comment construire et bâtir ce discours-là? Ma io credo che Bien, je vous ai montré cette image du musée parce que cela me paraissait important comme moyen de communication vers l'extérieur, mais pour les jeunes de Lampedusa également. La mémoire se cultive au quotidien. Les Italiens ont oublié qu'ils ont été 63 millions à partir de par le monde. Ils ont oublié leurs antécédents migratoires. Ce dont on se souvient, ce n'est pas le migrant qui est parti chercher du travail, chercher une vie meilleure. On se souvient des attitudes colonialistes, des pouvoirs pris sur d'autres pays. Donc, il est important de nourrir cette mémoire partout et de toutes les manières. Sur cette île, même une petite voiture rouillée trouvée dans la poche de ce petit cadavre de 5 ans. Cette petite voiture, c'est une façon de rappeler sans cesse cette violence, cette injustice. En parlant de lieux marqués par l'immigration, la Suisse a énormément profité de l'immigration. Et ici, il faut le rappeler, il y a un travail à faire pour rappeler tout ce que les immigrés ont apporté à ce pays, à sa croissance, à sa richesse, comme ici, comme ailleurs. Je vais prendre une dernière question, madame, au troisième. Voilà, oui. Signora, la ringrazio veramente di... Je vous remercie très sincèrement, madame. J'aurais voulu pouvoir aller à Lampedusa et ramasser les ordures. J'aurais voulu aller à Lampedusa, dire à tous ces gens que nous avons besoin d'eux, que nous comprenons, que nous savons que Graziano était un criminel avec son génocide en Éthiopie et en Érythrée. Je vous remercie, madame. Et maintenant, je vais le dire en français. À Cap di Capdulaï, qui a été renvoyé après huit mois, qui était à Glarus, comme réfugié, comme requérant réfugié, et qui a disparu un jour avant de rentrer en Italie. J'ai d'autres petits-enfants. Ali Haïdari, qui est maintenant en France. Lui, il a été 2 mois à Stans, dans la prison, parce qu'ils avaient peur qu'il disparaisse avant qu'on le renvoie en Croatie. Si je peux me permettre, je comprends, peut-être rebondir sur un aspect, puisqu'on est en Suisse, c'est vrai que la détention des mineurs est un problème pour en tout cas notre législation qu'on essaye
de faire évoluer. Et à l'un comme à l'autre, d'ailleurs, comment dans les programmes à mettre en place, vous l'avez rappelé. L'Italie, le Parlement italien a adopté une loi sur la protection des mineurs qui est parmi les plus progressistes en Europe. En Italie, ce sont les associations et de nombreux intervenants qui ont demandé qu'une loi plus juste soit adoptée, une loi qui prévoit que n'importe quel citoyen peut devenir tuteur d'un mineur. Donc, chaque mineur peut être accompagné d'un adulte qui, tout au long de son parcours de vie, dans ses études. Et donc, en Italie, nous sommes très satisfaits et nous apprécions ce geste du gouvernement Renzi, une des choses les plus importantes qu'il ait faites. Monsieur Morales, oui, à propos de la détention des enfants pour des raisons de migration, c'est là un sujet dont traitent les Nations Unies et qui rappelle que le droit international l'interdit, que ces mineurs soient non accompagnés ou qu'ils soient accompagnés de leur famille, en raison du mal, des torts que cela leur fait. Et cette détention doit vraiment être une mesure de dernier recours. Elle ne fait que nourrir les sentiments de xénophobie et de racisme, en fait, dans la population. Parce que si vous emprisonnez, vous détenez des migrants en raison de leur statut, volontairement ou non, le message que vous faites passer à la population, c'est que ces personnes sont des criminels. Même s'ils n'ont commis aucune infraction, aucun crime, aucune infraction de la loi, ces mesures ne font qu'encourager la xénophobie. Peut-être terminer avec une question plus personnelle, Madame Nicolini. Vous êtes vous étiez la grande figure et vous l'êtes toujours. Vous avez d'une certaine façon symbolisé cette défense des droits des migrants dans les politiques d'accueil. Vous avez certes perdu votre mandat électif. Quel est votre prochain combat? Allez-vous vous investir au niveau européen sur cette question? Quelle est votre suite et prochaine étape politique? Eh bien, d'abord, pendant un certain temps, je prends un peu de distance, je voyage beaucoup, je suis ici. Je n'ai pas l'intention d'abandonner la lutte parce que les choses doivent changer. Elles doivent changer le plus rapidement possible parce que les gens continuent de mourir, les enfants continuent de mourir et nous ne pouvons pas fermer les yeux. Nous devons au plus vite dire qu'en Méditerranée, il y a une guerre silencieuse, mais ces victimes sont les victimes d'une guerre. Je ne sais pas exactement ce que je vais faire. Je vais peut-être continuer dans la politique et sinon, je travaillerai dans les milieux humanitaires, c'est certain. C'est un devoir pour moi. Lampedusa n'a plus voulu de moi comme maire, mais je ne vais pas pour autant jeter par-dessus bord tous les efforts, mais aussi tous les rêves, tous les remerciements, toute la gratitude, tout ce que m'ont donné les gens qui sont passés par là. Je me sens donc le devoir de continuer. De l'Université de Genève et du public présent pour être venu témoigner. Je crois que c'est de rappeler, ça fait partie des
des fonctions, des objectifs d'une université, de rappeler quels sont les enjeux du monde aujourd'hui et surtout sur une question qui touche autant à nos valeurs qu'à la façon d'accueillir les gens, car ça donne aussi une image de nous-mêmes sur la façon de les accueillir. Madame Josie Nicolini, un très grand merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes toujours la très grande bienvenue sur les bancs, mais aussi sur la scène de cette université. Et je remercie bien évidemment aussi Monsieur Felipe González Morales pour ce complément, ce témoignage et sur cette analyse sous l'angle du HR. Mesdames, Messieurs, je tiens à vous remercier et on espère vous accueillir dans les autres événements de cette semaine des droits humains. Merci et bonne soirée.